débat édition spéciale élection présidentielle au Cameroun. C'est la suite de la revue des candidatures. Une nouvelle édition donc consacrée à cette élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. C'est donc la suite des candidatures, de la revue des candidatures à ce scrutin. Nous recevons d'ailleurs l'un des candidats tout à l'heure ici dans ce studio. À quoi ressemblera ce rendez-vous électoral dans un contexte plus que jamais marqué par la question sécuritaire, notamment dans les régions anglophones où la crise en cours depuis 2 ans prend un peu plus chaque jour. Les allures d'une guerre civile, les résultats de la prochaine présidentielle seront-ils déterminants pour la résolution de cette crise? Quelles sont les offres politiques des divers candidats permettant de mobiliser l'électorat alors même que la candidature du président sortant Paul Biya au pouvoir depuis plus de 3 décennies constitue pour nombre de ses adversaires l'obstacle indépassable à toute forme d'alternance. État des lieux du Cameroun à moins d'1 mois de la présidentielle avec Cabral Libi, l'un des 9 candidats à ce scrutin. Il est l'invité dans cette édition du Grand Débat, l'émission réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le Grand Débat. On trouve également le Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde. Notamment, alors on va en citer quelques-uns. Alors on va penser à qui, à quel pays? À Berlin, tiens, à ceux qui nous écoutent à Berlin, à Lomé, à Dakar, à Washington DC. Je vais également faire un clin d'œil à ceux qui nous écoutent à Montréal, nos auditeurs très fidèles de Montréal. Il y a également ceux qui nous écoutent à Cotonou, à Yaoundé ou encore à Douala. Et puis une mention spéciale aussi pour tous les amis conducteurs de taxi de la région parisienne, taxis et chauffeurs privés qui nous écoutent. Et merci à eux, ce sont de très fidèles auditeurs. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va en citer quelques-uns. Nourri le général, c'est son nom. On l'a cité hier d'ailleurs déjà. Julien Nawor et Simon Fassinou, JP de Monaco, Rachid Sagri, Souley C. Karao, Roger Magloire Ditoug Son, Eskil Modrab Amouto et Camille Eric. Ils ont tous rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat et merci à eux. Et bien sûr, toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Édition spéciale élection présidentielle au Cameroun. Suite de la revue des candidatures dans le Grand Débat, nous avons reçu déjà, je pense, 3 ou 4 candidats à cette élection présidentielle. Ils sont 9 désormais à concourir donc pour cette présidentielle. Dans cette édition, nous recevrons dans quelques instants Cabral Libi, candidat à ce scrutin, qui donc se déroulera au Cameroun le 7 octobre prochain. Nous sommes également en compagnie dans cette édition de Joël Didier Ngo. Bonsoir. Bonsoir. Joël Didier Ngo, vous êtes président du CL2P, Comité de libération des prisonniers politiques. Un mot sur ce comité, s'il vous plaît. Comité de libération des prisonniers politiques a été créé pour être simple en 2014, d'abord sur le Cameroun et après il a dérivé, il est devenu un comité continental qui s'occupe en particulier des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques dans la zone d'Afrique centrale et de tout ce qui est disparition forcée. Quelle est la situation des prisonniers politiques aujourd'hui au Cameroun? Au Cameroun, nous allons peut-être en parler tout à l'heure, c'est toujours la même histoire entre ceux qui sont considérés officiellement comme des prisonniers de droit commun et ceux, on est toujours en train de discuter entre est-ce qu'ils sont des prisonniers de droit commun, de prisonniers politiques. En réalité, oui, ils sont des prisonniers politiques. Parce qu'ils ne sont pas reconnus comme tels par les autorités camerounaises. Ce n'est plus des autorités camerounaises. Nous avons édicté un certain nombre de critères à partir du droit international et surtout, il faut reconnaître que certains d'entre eux, aujourd'hui, ils sont maintenus de manière arbitraire, reconnus d'ailleurs par les Nations Unies et l'Union africaine pour 2 d'entre eux, ou 3. Et tous les autres se brillent par le fait que ce sont souvent des incarcérations arbitraires, des incarcérations sur des procès bâclés, et vous en avez déjà eu, on a déjà eu à discuter ici de quelques cas. Oui. Et on avance pas maintenant, se sont ajoutés tous les, je dirais, les dissidents anglophones. Ah oui. Parce que là, on a plus d'une centaine. Oui. Rien qu'à la prison de Kondangé-Yaoundé, il y a une centaine d'anglophones. Quand vous ajoutez militants activistes de la société civile, parce que on en a libéré quelques-uns, 3 ou 4.
on a eu l'impression que le mouvement allait continuer, mais il a tari et on est plus dans l'oppressement actuellement. Et on en oublie qu'à l'intérieur des prisons, des geôles du régime, il y a des anglophones. Hein. Et ces militants activistes anglophones sont considérés par les autorités camerounaises comme des terroristes. C'est ce qu'ils disent. Le jargon dit terroristes, mais en fait, ce sont pour la plupart des activistes des droits de l'homme, des gens qui revendiquaient dans les mouvements sociaux qu'il y a eu au tout début de la crise anglophone et qui sont devenus aujourd'hui de véritables prisonniers politiques. Hein. Alors, on va recevoir dans quelques instants dans ce studio Cabral Libi, qui est candidat à cette présidentielle. Il nous dira d'ailleurs ce qu'il pense de cette crise dans les régions anglophones et de cette problématique des prisonniers politiques. Sont-ils des prisonniers politiques ou pas? Nous allons en parler avec lui, bien entendu. On l'attend encore dans ce studio. Est-ce qu'il est là? Il vient d'arriver, bien sûr. Ça tombe très bien. Cabral Libi, installez-vous. Cabral Libi, candidat à la présidentielle au Cameroun du 7 octobre prochain. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos nombreux auditeurs. Je vous présente Joël Didier Ngo qui est avec nous au téléphone, président du CL2P, c'est le comité de libération des prisonniers politiques. Merci. Je suis très heureux de faire sa rencontre. C'est quelqu'un dont j'ai beaucoup entendu parler et dont je suis admiratif du combat. Voilà. D'accord, très très bien, ça tombe bien. Alors on va vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaissent pas assez, hein, dirons-nous, même si vous êtes très présent et très commenté, si je puis dire, sur les réseaux sociaux. Cabral Libi Li-Ngué, c'est votre nom complet, 38 ans. Vous êtes donc le plus jeune candidat à cette présidentielle au Cameroun, ancien chef et porte-parole de la coordination des étudiants à l'université de Yaoundé 2. Vous êtes présenté comme un catholique fervent. Vous avez rêvé à un moment donné de devenir comme un chrétien. Comme un chrétien. Catholique, non? Chrétien. Chrétien fervent, donc il paraît que vous priez 2 fois par jour. Parfois plus. C'est toujours le cas? Parfois plus. Parfois plus, d'accord. Ça aide pour la campagne ou pas? Ça aide, absolument. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Pour quelqu'un qui a mon parcours, arriver à ce niveau-là, il faut la main divine. En tout cas, vous avez rêvé à un moment donné de devenir médecin avant d'aborder des études de droit privé et avant de choisir le droit public international dont vous êtes devenu un spécialiste, juriste de métier. Vous êtes enseignant à l'université Yaoundé 2. Vous êtes titulaire d'un master en sciences de l'information et de la communication et vous êtes très présent, je le disais, sur les plateaux de télévision où vous êtes remarqué comme un analyste et un chroniqueur incisif. Vous êtes également directeur d'une radio, la radio Campus, c'est ça? Non, j'ai été relevé de mes fonctions. Vous avez été relevé de votre fonction. Je suis envoyé depuis un certain temps en complément d'effectif dans le cabinet du conseiller technique du recteur. Voilà. Très bien. Alors vous êtes pas de bureau, donc de toute façon, on m'a dit de travailler sous un arbre, ce à quoi je m'accommode volontiers. De toute façon, pour l'instant, vous ne pouvez pas enseigner, parce que vous êtes en campagne électorale, donc vous ne pouvez pas être présent auprès de vos étudiants. C'est vrai, j'ai demandé une disponibilité. Vous êtes très présent, en tout cas, sur les réseaux sociaux, et vous avez lancé en 2017 le mouvement des 11 millions d'inscrits, devenu le mouvement des 11 millions de citoyens, pour inciter vos concitoyens notamment à s'inscrire sur les listes électorales. Une initiative, il faut le dire, qui a servi de levier à votre participation à cette compétition électorale du 7 octobre prochain. Cabral Libi, on vous désigne actuellement dans les médias surtout comme le Macron camerounais. Comment vous réagissez à cette comparaison? Écoutez, si c'est une prémonition de mon élection le 7 octobre prochain, je l'accepte volontiers. Si c'est lié à l'âge, cela est évident, c'est un truisme qu'il y a une proximité générationnelle. En revanche, une fois que je l'ai dit, je tiens toujours à rappeler que j'ai la nationalité d'un État dont le tout premier président en 1960 accédait au pouvoir à l'âge de 36 ans, donc 2 années mon cadet. Donc en réalité, je ne suis ni quelqu'un d'extraordinaire, ni le premier jeune à aspirer à de telles fonctions ou à les exercer le cas échéant. On rapporte d'ailleurs que vous avez dans votre... ce président s'appelait Amadou Ahidjo, donc, bien sûr. Souvent je dis... Qui était plus jeune que vous donc à l'époque quand il accédait aux responsabilités. Du coup, c'est bien de m'identifier à Emmanuel Macron, je l'accepte volontiers, mais une fois qu'on l'a fait, il faut m'identifier aussi à Ahidjo. Bien sûr. Ceci dit, on rapporte que vous avez dans votre bibliothèque plusieurs livres qui portent sur le parcours d'Emmanuel Macron. Vous avez même déclaré que la comparaison avec Emmanuel Macron a été pour vous un élément déclencheur de votre candidature. Est-ce que vous confirmez cela? D'abord, j'ai des ouvrages qui portent sur des parcours de nombreux hommes politiques africains. Déjà, Emmanuel Macron, avant lui, j'ai lu Sankara, j'ai lu Mandela, j'ai lu Obama, j'ai lu Paul Biya. J'ai pour le libéralisme communautaire que j'ai lu du début à la fin. J'apprends qu'il y a une version rééditée, je l'attends, vous savez, donc j'ai beaucoup de littérature politique. Et puis, vous lisez beaucoup en général? Oui, il faut bien. Et surtout, il faut s'étoffer.
sur l'histoire. Quand on se lance en politique, c'est important. En fait, dans mon cas, c'est pas tant l'appel de la politique. J'étais analyste politique pendant des années. J'étais chroniqueur, donc il fallait que je fasse montre d'une certaine épaisseur. Cela va de soi. On ne peut nier que l'effet Macron a produit ses effets, si vous voulez, en Afrique, notamment dans le monde tout court et dans le monde francophone plus spécifiquement. J'aime toujours prendre cet exemple. Récemment, il était au Nigeria. Je crois que c'était à Lagos ou à Abuja, je ne sais plus. Et à Lagos, voilà. Il s'exprimait devant des jeunes. Enfin, il fallait voir le regard de ces jeunes Nigérians, de voir ce jeune président ayant fait tomber sa veste en bras de chemise, pétillant d'énergie, de vivacité. Et vous voyez cette admiration qui se dégageait du regard des Nigérians. Et c'est en réalité le regard admiratif que beaucoup de jeunes aujourd'hui portent sur ce type de profil. Ils se disent, mais tiens, c'est possible donc. Ça a été possible. Mais vous y par le pensiez passé. quand même avant que Emmanuel Macron devienne président, non? Vous y pensez déjà être devenu président il y a quelques temps? Je peux même vous dire que j'ai consacré au moins 14 des dernières années, ces 14 dernières années de ma vie, à me préparer à cela. En 2011 encore, je n'avais que 31 ans, donc je n'avais pas l'âge. Vous y pensiez déjà? Mais bien sûr. C'est pour cela que j'ai annoncé en 2017 que j'entrais en politique et que je serais porteur d'un projet de société. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que par le passé, j'ai consacré toute mon énergie à dénoncer un certain nombre de choses, à porter des causes réputées perdues. Il se passe que je ne supporte pas l'injustice. Donc, j'ai jamais pu me taire devant l'injustice. Et d'ailleurs, pendant des années, j'écumais les médias et on me demandait qu'est-ce que tu veux à la fin? T'as jamais été payé pour ça? Et je disais aux gens, tant que j'ai la chance d'avoir une voix qui porte, tant que ce que je dis peut être écouté, eh ben, je me battrai toujours. Je veux chaque soir me coucher en me disant, j'ai fait ma part. Alors, pour évacuer définitivement, je dirais, l'image de Macron, évidemment, est-ce que vous sentez une proximité idéologique avec lui ou pas? Au moins sur un point. Enfin, la France, c'est la France. L'Afrique, c'est l'Afrique. Le Cameroun, c'est le Cameroun. J'ai écouté son discours de Ouagadougou. Moi, j'en ai été séduit. Il lançait un appel à la jeunesse africaine. Il a demandé, si on veut résumer, aux Africains de prendre, aux jeunes Africains de se lever, de se tenir debout et de porter leur destin. Une fois que moi j'ai suivi ça, on peut toujours chercher la proximité idéologique si on veut. Moi je suis progressiste. Voilà l'idéologie qui me caractérise. C'est au confluent de ce libéralisme auquel je pense que notre tissu économique n'est pas au confluent du libéralisme. Au confluent entre ce libéralisme auquel je pense que nous ne sommes pas préparés et à cet étatisme qui a existé par le passé, notamment sous le président Aïdjo. Si je vais vous demander c'est quoi être progressiste aujourd'hui? Non mais c'est vouloir le progrès. Vous savez, souvent dans ces débats idéologiques, on se perd dans beaucoup de philosophie. Moi, je suis quelqu'un de concret, je suis quelqu'un de pragmatique. Vous avez quand même une sensibilité qui serait proche de certaines idéologies davantage que d'autres, non? Je me bats pour un État social. Ça ne fait pas de moi un socialiste. Je me bats également pour une société compétitive, pour une société du mérite. Ça ne fait pas de moi un libéral. C'est ça la question, justement. Vous êtes juste au milieu, en fait. Ben, si vous voulez, vous me situez là au milieu, mais je vous l'ai dit, je suis au confluent. Maintenant, quelle est la distance des deux côtés? Vous êtes au centre de toute chose. Vous êtes aussi une sorte de, en même temps, à la Macron, finalement. Écoutez, la géométrie du centre, je ne sais pas. Mais je vous dis, je suis au confluent entre le point de rencontre entre deux lignes idéologiques. Maintenant, quelle est la ligne qui est la plus longue? Est-ce que je suis au centre ou alors un peu d'un côté ou de l'autre? Ça, par la suite, vous pourrez le définir, le mesurer par vous-même. Récemment, sur TV5 Monde, vous avez déclaré, je vous cite, face à moi, le président Paul Biya ne peut pas gagner une élection au Cameroun, mais le plus difficile pour moi sera de prouver que j'ai gagné l'élection. Fin de citation. Est-ce qu'il s'agit là d'une simple incantation ou vous pensez vraiment pouvoir gagner cette élection? Je pense que je peux la gagner. Je pense que je peux la gagner parce que c'est le peuple qui décide. Et ce constat que je fais, je le tire d'une année, pas seulement d'une année. Je rappelle encore, vous savez, beaucoup de gens pensent que j'entre en politique seulement maintenant. Je rappelle que j'ai 14 années de vécu politique. Je sors de l'anonymat il y a 14 ans, comme porte-parole de l'appel de 1000 étudiants, plus de 5000 étudiants, contre la réélection de Paul Biya. C'était de la politique pure et simple. Ça fait 14 ans que je suis convaincu. On entend bien, mais la question, Camara Libye, c'est de savoir si vous êtes candidat pour l'alternance, pour gagner réellement, ou juste pour résister politiquement. Écoutez, je suis candidat pour gagner. J'ai consacré, je vous l'ai dit, la moitié de ma vie ou le tiers de ma vie à cela, à lutter contre l'injustice. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'analyste politique, oui, je pouvais dénoncer, oui, je pouvais critiquer, mais une fois que j'ai eu l'âge de pouvoir porter un projet de société, je n'ai pas hésité un seul instant. Il y avait des blocages qui s'opposaient à moi, évidemment. Il fallait que je m'assure que mon peuple m'écoute.
Et je me suis lancé, il y a un peu plus d'1 an, à demander à ce peuple de s'inscrire massivement sur les listes électorales. J'ai dû consacrer toute cette année à faire 2 fois et demi le tour du Cameroun. Et c'est de là que je tire ce constat. Ces Camerounais que j'ai rencontrés dans les campagnes, dans les villes, dans les villages, qui m'ont dit, et je vous le dis, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et j'insiste sur le sud parce que c'est la région d'origine du président, ils m'ont dit, Cabral, on en a marre. Je dis Cabral, c'est comme ça que tout le monde m'appelle, c'est mon prénom. On en a marre. Et c'est de ce constat que je tire l'affirmation que vous venez de donner. Maintenant, quand je l'ai dit, je le dis pour moi et même pour d'autres, je reste convaincu que le président sortant ne peut pas gagner une élection en 2018. Et de façon générale, celui qui la gagnera, il faudra qu'il prouve qu'il l'a gagné. Dans mon cas, un scénario qu'on a déjà connu par le passé dans plusieurs élections au Cameroun. Hein. Eh ben oui. C'est un scénario Mais bien vous connu. savez, depuis 92, effectivement, aucun candidat n'a pu démontrer qu'il a gagné. C'est ça. Il se dit qu'en 1992, moi j'avais 12 ans, que le président Froundi avait gagné. D'ailleurs, des langues se sont déliées par la suite, des langues qui faisaient partie du cercle restreint de ceux qui avaient inversé les résultats. Mais ni John Froundi n'a jamais pu le prouver. Aujourd'hui, c'est possible de le prouver. Parce que le réaménagement des lois, même si ces dernières restent insuffisamment écrites ou présentent des imperfections, il y a quand même eu des évolutions qu'il faut mettre au crédit de tous ceux qui luttent dans le champ politique longtemps avant moi. Et qui font qu'aujourd'hui, selon les termes de la loi de 2012, chaque candidat peut être représenté dans chaque bureau de vote. Et qu'au soir du vote, on fait des PV identiques qu'on remet à tous les représentants. En termes simples, logiques, ça veut dire que s'il y a 20 000 bureaux de vote et que vous avez 20 000 représentants, le soir même ou le lendemain, puisqu'on pourrait couper Internet et limiter les communications, vous pouvez vous-même annoncer que vous avez gagné. Et c'est fort de cela. Si cela est possible et faisable, et que vous portez un projet de société, dans mon cas, celui qui est basé sur le diptyque, protéger et libérer les énergies, je peux affirmer sans embâche que le président sortant ne peut pas gagner face à moi. Nous parlerons de votre projet de société tout à l'heure, dans quelques instants, après une courte page de publicité. Édition spéciale du grand débat consacré à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Notre invité, Cabral Libi, candidat à cette élection présidentielle, et avec nous également dans cette édition, Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques. On marque une pause. On se retrouve juste après une courte page de publicité dans 2 petites minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20. C'est le grand débat. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, élection présidentielle au Cameroun, suite de la revue des candidatures aujourd'hui. Nous recevons Cabral Libi, candidat à cette élection présidentielle au Cameroun qui se déroulera le 7 octobre prochain. Et avec nous également dans cette édition, Joël Didier Ngo, président du CL2P, Comité de libération des prisonniers politiques, à qui je vais demander un premier commentaire après avoir écouté le candidat, avant de parler un peu plus tard du Comité de libération des prisonniers politiques, de cette problématique en tout cas. Mais pour l'instant, j'allais demander votre commentaire. Évidemment, c'est... Êtes-vous sensible aux arguments du candidat? Je suis sensible aux arguments du candidat. Au-delà des arguments, je suis d'abord sensible à la démarche parce que je pense qu'elle émane, je parle en observateur avec une distance liée à la géographie. J'observe évidemment ce qui se passe au Cameroun. Je pense que sa candidature, au fond, est une émanation d'une aspiration populaire. Et c'est ce que je ressens de mon ressenti. Au-delà des obstacles et parfois, quand on a l'habitude de dire infranchissable auquel il fera face, je pense qu'elle est d'abord l'émanation d'une aspiration au changement et qui se manifeste autour de lui. Parce que je lis les sites internet comme tout le monde et je vois l'engouement de la jeunesse camerounaise autour de sa candidature. Et j'observe ça de loin avec un certain intérêt et ça me donne surtout un optimisme parce que par rapport à un peuple qu'on présentait comme résigné, je trouve là qu'il y a une détermination et un engouement qui est un présage pour un avenir qui n'est pas si négatif qu'on peut souvent le penser. Donc vous voulez dire qu'il y a une rencontre qui s'opère réellement aujourd'hui entre Cabral Libi et la population camerounaise? C'est un ressenti, c'est vraiment un ressenti et peut-être, je le dis de manière assez objective, hein, j'ai l'impression de vivre à peu près à comparaison n'est pas raison, ce qui se passait en 92. C'est-à-dire autour de John Froundi. À l'époque, les caciques du pouvoir avaient pris ça à la légère. Mais ils n'avaient pas vraiment senti le vague qui montait. Le truc qui montait. Et je le ressens autour de Cabral Libi. Pas que je partage, il y a certaines de ces propositions pour lesquelles que je ne partage pas. Mais là, je décris d'abord. Vous pouvez en citer une au moins que vous ne partagez pas? On a des divergences sur des questions de société. Oui.
Je l'ai entendu tout à l'heure défendre, par exemple, la polygamie. Oui. On a des divergences sur ces questions-là. C'est très commenté d'ailleurs. Et c'est très commenté. Oui. On a des divergences pas sur des choses, sur un débat qu'il avait déjà eu avant sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je comprends tout à fait que nous venons des sociétés bantoues qui sont difficiles on a des cultures bantoues qui sont difficiles à qui on n'explique pas très facilement ces choses. Mais je pense qu'il a encore là des réflexes, comme dirait Macron, hein, du vieux monde. Je pense qu'il faut aller vers une société apaisée, pas forcément dans le sens que comme ça s'est fait ici, lorsque nous sommes au PS ou ailleurs. Oui. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Vous voulez répondre à ça? Alors, certaines propositions qui choquent l'opinion aujourd'hui, qui vont à contre-courant, je dirais, d'un sentiment majoritaire dans votre pays? J'ai pris juste quelques éléments. Hein. Oui, moi, je ne vais pas revenir. Je pense qu'il a rappelé ma position sur un certain nombre de choses. Mais lorsqu'il dit, en citant Macron, que j'ai des réflexes du vieux monde, je ne prends même pas ça péjorativement. Hein. Je considère même que c'est un compliment. Parce qu'effectivement, autant je suis jeune, autant je suis jeune, autant je pense qu'on ne construit pas une société en opposant les jeunes aux vieux. Et je pense d'ailleurs que si du vin, on lui reconnaît plus de vertus par l'âge, je reste convaincu que le vieux monde, notamment en Afrique, renferme des richesses dont l'aliénation par l'ailleurs a parfois tendance à nous éloigner. Donc je suis d'avis que la société moderne, ou alors l'Afrique que nous voulons moderniser, ces sociétés africaines que nous devons moderniser, je suis absolument d'accord, ne doivent pas totalement se détacher de leur identité. Parce que le risque serait qu'en allant à la rencontre des autres, qu'on soit complètement perdu. Donc, moi, je vais vous dire, ce qu'il y a à conserver, vous savez, les mutilations génitales, par exemple, qui sont des traits caractéristiques d'une certaine culture en Afrique, c'est absolument effroyable et je suis totalement opposé. D'ailleurs, même sur la question de la polygamie, tout en notant les effets négatifs, malheureusement, que cela a dans notre société, je précise bien les raisons pour lesquelles je reste favorable à cela. D'abord parce que moi, je suis attaché à la natalité et que le protocole de Maputo aujourd'hui donne effectivement le droit à la femme de décider de limiter les accouchements, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y va de sa santé. C'est ça. Maintenant, le Cameroun, c'est 23 millions d'habitants par là. La sous-région CEMAC, c'est à peine 60 millions d'habitants pour un potentiel... enfin, on le sait en économie, un marché est pertinent lorsqu'il a 200 millions d'habitants. Allons chercher pour la polygamie pour faire des enfants seulement. Non, mais je dis qu'il faut encourager la natalité. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas seulement mention de la polygamie. C'est juste pour ça que vous êtes pour la polygamie. Non, mais attendez, mais je vous le dis. Je ne m'accroche pas seulement à la polygamie, je précise bien. Vous faites le lien entre polygamie et natalité. Mais c'est exactement ce que je dis. C'est pour ça qu'il aurait dû le préciser tout à l'heure. Et d'ailleurs, je vais plus loin dans mon projet en disant qu'on va verser des allocations à toutes les jeunes filles célibataires pour qu'on décourage l'avortement. Vous voyez que moi, je reviens à la natalité. Oui. Et mais l'avortement est quand même libre. Si vous étiez président, vous n'allez pas interdire l'avortement. Sous certaines conditions, évidemment. C'est-à-dire, c'est encore une position difficile qui me fâche encore avec les catholiques, notamment. Ah oui. Je dis, moi, je suis accroché à la vie, mais il est tout à fait normal que si une femme court des risques de mort, par exemple, dans une grossesse, qu'on procède médicalement à l'avortement. Uniquement à cette condition. Mais uniquement à cette condition-là. Et puis, il y a aussi des conditions très difficiles de viol et autres. Il y a l'âge, à la précocité ou à la minorité. C'est des questions, effectivement, qui restent pertinentes. Mais, je dis bien que dans la polygamie, on ne le dit pas suffisamment. Dans la législation camerounaise actuellement, il faut que la première femme accepte. Si elle n'a pas accepté, moi je suis marié, j'ai signé monogamie. Oui. Bon, moi j'ai jamais voulu la polygamie à titre personnel. Vous pourriez changer d'avis? Non, même pas. J'ai même pas envie de changer d'avis. Je suis avec mon épouse, on s'est entendu sur le nombre d'enfants que nous voulons faire. Ça fait partie des choses que nous avons discutées avant de nous marier. J'ai pas besoin d'une autre femme. Mais je précise bien que c'est la première femme qui accepte. Parce que dans le contexte camerounais, et la loi elle va rester en l'état, si la première femme n'a pas accepté, vous allez en seconde noces avec une autre, c'est de la bigamie. Et je précise que le nouveau code pénal là, de juillet 2017 a pénalisé davantage la bigamie. C'est une sorte de protection de la femme. Ça, c'est d'un. De deux, ce à quoi il faut s'attaquer dans notre contexte, c'est le vice qui peut lier le consentement de la femme. Parce qu'il y a des pressions diverses parfois lorsqu'un homme s'apprête à se marier. Et souvent,
malheureusement, dans le contexte africain, le regard qu'on pose sur la femme est encore un regard de choses dont on dispose. Donc, j'épouse une femme pour qu'elle vienne me faire des enfants. J'épouse une femme parce qu'elle est à mes côtés. Mais non. Avant, si vous voulez vraiment vous attaquer à la question du consentement de la femme, il faut sortir la femme de la précarité. Et il y a des pesanteurs culturelles énormes qui continuent à vicier le consentement de la femme, des pressions énormes dans la société. C'est pour ça qu'il faut la sortir de la précarité. Il faut plus que les femmes se marient parce qu'elles veulent sortir de la misère. Parce qu'il y a des femmes qui acceptent parfois de signer polygamie en première noce, parce qu'on leur dit, ben, si tu n'acceptes pas, on ne t'épouse pas. Et tu vois, nous, on a vécu quand on était tout jeune, la maman était à la maison. C'est papa qui travaillait. Je dis, dans le monde moderne, il faut que l'homme et la femme soient au même pied d'égalité et que le mariage soit vraiment une affaire de consentement et que la femme ne se retrouve plus dans notre société dans une situation où elle est obligée d'accepter des choses auxquelles elle n'adhère pas juste pour sortir de la misère. Autre sujet que Joël Didier Ngo a soulevé il y a quelques instants, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. C'est un vrai débat aujourd'hui au Cameroun. C'est un débat qui agit. On entend parler que de ça, évidemment, la question de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis péremptoire sur la question de l'homosexualité. À titre personnel, mes convictions personnelles à moi m'interdisent d'y accéder. Ça, c'est d'un. Et puis, la culture à laquelle je suis attaché, même si c'est un réflexe du vieux monde, et je vous ai dit à quel point j'étais amoureux de ce vieux monde à certains égards, et je pense que l'un de ces égards, c'est sur cette question-là, donc je n'y accède pas. La seule chose... Vous n'accédez pas à la dépénalisation, vous êtes contre? Je n'accède pas à la dépénalisation. Vous êtes contre, précisément? Je suis contre la dépénalisation, parce que c'est le premier verrou qu'on ferait sauter, et qui ouvrirait la voie à toute autre chose. À quoi, par exemple? Ben, après la dépénalisation, on parlera de mariage, on parlera d'adoption, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Je pense bien que dans la situation actuelle... Vous êtes contre donc la dépénalisation, mais vous êtes, est-ce qu'on peut dire pour autant que vous êtes homophobe? Non, mais pas du tout. Je suis d'ailleurs, peut-être, en tout cas moi j'ai communiqué là-dessus, je suis peut-être le seul candidat à l'élection présidentielle qui soit allé à la rencontre de la communauté homosexuelle. Compte d'ailleurs l'avis de beaucoup dans mon équipe. Je suis allé les rencontrer, on a passé 3 heures de discussion, on a évoqué les questions qui étaient les leurs, je leur ai donné mon point de vue et je leur ai dit que... Donc, sur votre présidence, les homosexuels camerounais pourraient vivre leur sexualité librement au grand jour au Cameroun? Mais on ne peut pas vivre librement une infraction. Ah, c'est une infraction, oui. Justement. Mais parce que, si vous parlez de dépénalisation, c'est parce que c'est pénalisé. D'accord. Et on ne pénalise que les infractions. Donc vous gardez la loi intacte telle qu'elle est aujourd'hui? Je garde la loi telle qu'elle est. Je considère, et si vous connaissez bien la société camerounaise, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'infractions en réalité au Cameroun qui sont des infractions mortes. Je pourrais vous parler de la mendicité par exemple. C'est pénalisé dans le code pénal. Avez-vous entendu un jour qu'on a condamné quelqu'un pour ça? Je pense que ce sont des personnes homosexuelles qui passent à la phase d'ostentation, qui s'exposent en réalité à cette pénalisation. Mais il y a une question qui moi me touche particulièrement concernant la communauté homosexuelle et ça, je l'avoue, je l'ai découvert en discutant avec eux. C'est des questions de prise en charge médicale. J'ai découvert, et avec effroi, que certains homosexuels, parce qu'ils arrivaient à l'hôpital et qu'ils déclinaient leur homosexualité, on refusait parfois de les soigner. Et que certains médecins se comportaient en policiers. C'est-à-dire, il reçoit un patient homosexuel, au lieu de lui prodiguer des soins, il appelle plutôt la police pour dire, j'ai attrapé un infracteur. Je dis, mais d'abord, et puis la police s'amène et on l'arrête. D'abord, ça n'a rien à voir. C'est vrai, l'aveu. Mais l'aveu, même en droit, est une circonstance atténuante. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est homosexuel, c'est pas une raison justement pour faire venir la police et l'attraper. Et cette question, elle est particulièrement préoccupante et elle fait l'objet d'une petite hypocrisie au Cameroun. Il y a des programmes de prise en charge médicale des homosexuels, mais on ne communique pas là-dessus. Et je dis toujours au gouvernement, en tout cas aux responsables du ministère de la Santé, qu'on peut être homosexuel. D'ailleurs, même les criminels de la pire espèce ont droit aux soins de santé. Et c'est pour ça. C'est en totale adéquation avec ma posture philosophique. Je suis pour l'humain. Et tout se fait pour l'humain. Cabral Libi, candidat à la présidentielle au Cameroun, notre invité jusqu'à 19h20 dans ce grand débat. Joël Didier Ngo, vous avez les réponses précises à vos interrogations? Il a répondu, il a ses convictions que je respecte. Nous partageons certaines, comme je l'ai dit, je viens du même terroir que Cabral. Je suis bantou du Sud, je sais les pesanteurs qu'il y a. Je reviens sur la question de la polygamie parce que, y compris lorsque des femmes, Cabral, vous le savez très bien, y compris lorsque les femmes travaillent, le statut de la femme mariée dans nos sociétés est un statut, c'est une forme de reconnaissance sociale. Et il arrive même parfois que y compris lorsque c'est un mariage monogamique et que le mari prend une seconde ou une troisième épouse, elle
elle finit par s'y résigner parce que c'est un statut social, être une femme mariée dans des sociétés aussi qui ont une pesanteur culturelle aussi forte que la nôtre. Et je pense que sur ce plan, il faut vraiment réfléchir sur qu'est-ce que c'est, quels sont les droits des femmes au sens où qu'est-ce qui est permis à la femme au-delà des textes formels. Hein. Nous sommes tous d'accord qu'il y a une progression sur la question. Mais dans les faits, nous savons que dans nos familles respectives, nos mères ou nos grands-mères ou nos sœurs subissent d'abord la polygamie qu'elles n'acceptent. C'est ça que je voulais dire. Merci. On ne va pas prolonger devant le sujet là-dessus. Et vous voyez que là, rapidement. Très rapidement, nous sommes tout à fait d'accord. Vous voyez donc où se situe le problème. Si on continue à poser sur la femme un regard de catégorie inférieure, si on continue à construire une société où la femme n'est valorisée que parce qu'elle est à côté d'un homme, au point que ça les affecte. Vous savez, on est encore dans des environnements où les femmes prient à l'église pour être mariées. C'est ça. Mais ça, c'est un conditionnement psychologique auquel il faut s'attaquer, justement. Donc, ce n'est pas seulement des questions de parité auxquelles j'accède. Moi, je l'ai dit, moi, président, mon premier ministre serait une femme. Ça, je l'ai déjà dit. Et que je pratiquerais la parité. Pas seulement au niveau du gouvernement, mais il y a une éducation sociétale, je ne parle pas de sociale, sociétale à faire. Il faut sortir la femme de cette captivité de ce que pense l'homme d'elle. Et c'est là qu'il faut travailler. Et je vous assure, ça touche l'économie, le social, l'éducation. Changer les regards et les comportements. C'est tout un projet. Oui, bien sûr. Votre projet de société s'intitule Un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et selon vous, ce projet constitue une réponse aux préoccupations prioritaires des Camerounais. Un projet décliné en 11 chapitres, en 11 points. Vous nous direz tout à l'heure, évidemment, l'essentiel de ce projet de société. Cabral Libye, on marque une pause et on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, élection présidentielle au Cameroun. Notre invité, Cabral Libye, c'est l'un des 9 candidats à cette présidentielle qui se tiendra au Cameroun le 7 octobre prochain. Avec nous également dans cette édition, Joël Didier Ngo, président du CL2P, le comité de libération des prisonniers politiques. Cabral Libye, alors quelles sont les grandes lignes de ce projet de société intitulé Un Cameroun qui protège et qui libère les énergies? Si vous pouvez les résumer pour les auditeurs en quelques mots. 11 axes, un recadrage de l'État qui tienne compte des attentes du citoyen. Cela consiste à écrire enfin le contrat social au Cameroun. Parce que dans l'emballement des indépendances, nous n'avons vraiment jamais eu le temps de nous asseoir et de définir la direction commune à notre communauté nationale qu'est le Cameroun. Du coup, les citoyens ont l'impression de subir l'État plutôt que d'être protégés par lui. Et il faut donc reconfigurer cet État-là, d'abord pour construire une société camerounaise réellement intégrée. C'est 300 ethnies. Il faut qu'un jour, nous sachions exactement qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Il faut donc sortir de cet instant-là de la captivité francophone-anglophone dans laquelle nous sommes subséquemment à la défaite de la Première Guerre mondiale. On parlera tout à l'heure de la crise de la région anglophone. On parlera de la crise anglophone. Donc il faut une communauté humaine, parce que l'État, c'est d'abord des hommes. Il faut une communauté humaine réellement intégrée qui aille au-delà du tribalisme. Il faut également un État démocratique. Un État démocratique, c'est un État où les pouvoirs sont équilibrés. Ça, c'est un. Un État démocratique, c'est aussi un État où la presse s'exprime, où le syndicalisme s'exprime. C'est aussi un État où il y a de la justice sociale tout court, de telle sorte que les richesses soient équitablement redistribuées, que ceux qui exercent l'autorité de l'État émanent de la volonté du peuple. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons nous allons mettre en place un comité de normalisation démocratique qui va réécrire les règles de la compétition et du jeu politique, d'ailleurs pour constitutionnaliser l'opposition, savoir quel est son statut, ainsi de suite. C'est aussi un État qui ne soit pas dispendieux. C'est aussi un État qui n'est pas institutionnellement encombré. C'est pour cela que nous allons resserrer le nombre de ministères à 15, et c'est aussi pour cela que nous allons procéder à un toilettage du tissu institutionnel. Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays où il y a des établissements publics administratifs, des entreprises publiques, parfois d'économie mixte, dont on ignore complètement la dévolution des parts de l'État, dont on ignore complètement les missions.
dont les citoyens sont d'ailleurs parfois ignorants même de l'existence. Alors, Et une tout cela, question c'est des sur un postes chapitre qui intéresse beaucoup les Camerounais, c'est le secteur éducatif. Parce qu'en tant qu'enseignant, comment vous évaluez aujourd'hui le système éducatif dans votre pays? Certains parlent d'un sévère recul de la qualité de l'enseignement et des formations. Est-ce que vous partagez cet avis? En fait, le système éducatif n'a pas reculé. Il est simplement resté en l'état. Il n'a pas suivi le rythme d'évolution de la société. C'est un système éducatif qui convenait à la période post-indépendance, où il fallait former des personnes qui devaient remplacer les colons. C'est même un système éducatif qui correspond au début des années 70 avec les États généraux de l'éducation qui ont eu lieu en 1974, mais c'est un système éducatif qui ne convient plus à la situation actuelle. Nous n'avons plus besoin d'un système éducatif qui fabrique des ngomna. Donc il faut refonder totalement l'école, le secteur éducatif système camerounais. éducatif de mission et d'innovation. Il faut donc aujourd'hui que l'école confère le savoir-faire et non plus seulement des diplômes, parce que nous sommes dans un système où les gens se sentent intellectuels parce qu'ils ont empilé des diplômes, parfois jusqu'au doctorat, alors qu'ils n'ont aucun savoir-faire. Moi, je m'amuse souvent à dire, je suis juriste, je suis en thèse de droit international. Je ne peux pas plaider dans un tribunal parce que je n'ai pas appris le métier d'avocat. Je ne peux pas être magistrat, je ne suis pas allé à l'ENAM, je ne peux pas être notaire, je ne suis pas allé en cabinet, je ne peux pas être huissier, je ne suis pas allé en cabinet. En fait, juridiquement, je suis un peu un bon à rien. Tout ce qui me reste à faire, c'est de réciter les textes de loi et puis, comme je le fais maintenant, échouer dans l'éducation. Donc, il faut que dès l'université, qu'on acquiert le savoir-faire, mais pas seulement dès l'université, dès le primaire, dès le secondaire. C'est pour cela qu'il faut revenir à l'apprentissage. Désormais, nous devons nous poser la question de quel profil avons-nous besoin dans 10 ans, dans 20 ans, et nous insisterons donc à ce moment-là sur l'orientation. C'est quelque chose de fondamental. Nous définirons les contenus de nos enseignements. Nous saurons quel type d'établissement scolaire construire, quel statut affecter à l'enseignant, parce que malheureusement, à cause du statut de l'enseignant qui est défectueux aujourd'hui, en fait, obsolète, l'école publique elle-même, elle a complètement dépéri. Vous savez, je m'amuse toujours à dire que dans les rues de Yaoundé, quand vous croisez deux élèves qui rentrent de l'école, si vous voulez identifier celui qui vient d'une école publique, je parle des élèves de l'école primaire, c'est celui qui a la poussière de la tête jusqu'aux pieds, parce qu'il sort d'un espace complètement abandonné. Donc il faut reconfigurer cela, il faut reconstruire ce que nous on appelait au Cameroun à l'époque les SAR-SM, c'est-à-dire les sections artisanales et rurales, qui à partir du CEPE ou du BPC former les élèves, les jeunes au métier. Et dans le monde moderne, puisque de notre côté on va parler de contenu, nous comptons industrialiser le Cameroun, ça permettra que les jeunes qui apprennent très vite des métiers peuvent travailler dans des industries et on applique ce qu'on appelle le crédit d'impôt. C'est-à-dire que celui qui recrute ces jeunes-là en apprentissage reçoit un dégrèvement d'impôt qui lui permette donc de ne pas sentir sur lui peser toute la charge sociale. Donc il faut absolument reconfigurer. Alors l'innovation dans le monde moderne, vous ne pouvez plus aller à la conquête du monde et en discussion, en commerce avec les autres si vous n'innovez pas. Innover, c'est trouver des solutions aux problèmes qui s'opposent à nous. Il faut donc, au niveau de l'université où nous nous trouvons, que le volet appui au développement soit effectif, que les enseignants, que les universitaires soient appliqués à trouver des solutions à la société. Il faut donc construire un pont entre l'enseignement supérieur et le monde des affaires, et le monde industriel, et le monde économique. Il faut donc tout reconfigurer. Et du coup, vous comprenez que dans cet environnement-là, il faut financer la recherche. Vous comprenez qu'il faut changer le statut du chercheur qui est encore resté captif de 1973. Je crois il est obsolète complètement. Et du coup, ça ne donne envie à personne de faire de la recherche au Cameroun. Et puis, il faut évaluer les universités, les classer. Il faut que le livre cesse d'être un luxe. Malheureusement, on en parle là parce qu'on a un vrai débat en ce moment d'ailleurs. Mais là encore, on parle du secondaire et du primaire. À l'université, on n'a jamais évoqué la question du livre. Pourtant, c'est scandaleux. D'abord, nous avons des bibliothèques qui datent de Mathusalem. Vous voyez une université, on vous dit le budget annuel, c'est 10 milliards. Mais on n'a même pas consacré le tiers, le dixième, même 1% de cela à acheter un seul ouvrage. Du coup, nous vivons des dons des ouvrages qui datent de Mathusalem. C'est tout un système qu'il faut reconfigurer. Kamra Libye, une émission de radio, vous le savez, ça va très très vite. Hein. Vous êtes un professionnel aussi de la radio. Ah non, parce qu'il y a beaucoup de questions à vous poser, évidemment. Et je vais être très frustré à la fin de cette émission. Hein. Alors, évidemment. Mais maintenant, je vais faire court. Non, restez dans ce format, ça va très bien. Okay. Mais très rapidement, est-ce qu'en une minute, vous pouvez dire un mot sur le franc CFA? Parce que, à vous écouter, il faut évidemment engager une politique dans un environnement, économique totalement refondé. Il y a quelques jours, vous répondiez à une question justement sur la sortie ou non du CFA, et vous considérez, vous, qu'il faut restaurer la souveraineté monétaire pour votre pays notamment, et pour la zone franc, et vous disiez, voilà, on peut sortir du franc CFA en 15 ans, comment faire? En moins d'ailleurs, je dis en 5-10 ans.
on doit sortir du CFA. Mais en fait, j'inscris le CFA comme un élément de la souveraineté totale effective. Parce qu'il n'y a pas que le CFA. Il y a un certain type d'accord. Il y a la mentalité des gouvernants. On ne le dit pas suffisamment. Je considère que l'argent, la monnaie, c'est économiquement un instrument de paiement, une unité de compte, d'accord. Mais la monnaie porte une signature crédible. C'est d'abord ça. Lorsque M. Draghi signe sur l'euro, en fait, ce papier que vous avez n'est que du papier, mais c'est une dette. C'est qu'il s'engage à être endetté auprès de vous à hauteur du montant qui figure sur ce papier que vous avez en main. Donc, si vous n'avez pas résolu le problème préalable de la crédibilité de l'État, ça veut dire que vous avez réglé la question préalable de la gouvernance, de telle sorte qu'une décision prise au Cameroun, une signature d'une banque centrale camerounaise soit crédible aux yeux du monde. Vous créez une inflation, vous déconstruisez votre économie. Pour moi, c'est un préalable. Il y a des choses qu'on peut faire très rapidement. On peut réécrire dès maintenant le traité de Fort-Lamy, changer le nom du CFA. Pour moi, c'est d'ailleurs un problème, on n'en parle pas suffisamment parce que c'est une question de forme. Alors, je vous propose de continuer d'en parler après le flash info de 19h. Le chronomètre me l'impose. Hein. Enfin, il est terrible ce chronomètre, hein. Il est terrifiant. On marque une pause donc pour le flash info qui sera présenté dans quelques instants. Le grand débat reviendra ensuite jusqu'à 19h20. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Édition spéciale, élection présidentielle au Cameroun. Notre invité, Cabral Libi, candidat à cette élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Également avec nous dans cette édition, Joël Didier Ngo, président du comité de libération des prisonniers politiques, le CL2P. Cabral Libi, on va tout de suite enchaîner sur le franc CFA. Vous allez pouvoir donc conclure votre propos tout à l'heure sur votre position par rapport à cette sortie du franc CFA. Bon, j'étais en train de vous dire qu'une fois que je suis élu, la première négociation que j'engage avec les autres États, c'est que nous changeons déjà le nom, que cette monnaie porte un nom africain, parce que c'est vrai, c'est communauté financière africaine, mais ça fait toujours penser à franc des colonies françaises d'Afrique, ça c'est une chose. Deuxième chose, il faut négocier le taux de change, qui de mon point de vue reste toujours élevé. Je suis allé au Ghana, par exemple, pour voir le taux de change du cedi vis-à-vis du dollar. Je me suis rendu compte qu'on pouvait abaisser le nôtre encore, même au niveau de 25%, voire de 20%. Et d'ailleurs, j'ai écouté le président Macron sur la question, il est acquis, et même d'autres présidents de la sous-région. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est que même si on doit sortir du CFA, il faut rester accroché au rêve d'un Kwame Nkrumah. On sort du CFA pour créer une monnaie d'intégration. Il ne faut pas non plus sortir du CFA pour entrer dans l'isolationnisme. On s'en éloignerait. Ça, c'est une chose. Donc, pendant que nous sortons, nous voyons comment nous pouvons rester ensemble. En un mot, le développement économique des pays CFA, d'un pays comme le Cameroun, passe certes par la souveraineté monétaire, mais ça passe surtout par la bonne gouvernance, par la justice sociale, par la justice économique, qui fait que les délais de paiement des opérateurs économiques ne soient pas interminables, par la bonne gouvernance et l'état de droit, qui fait que le taux d'investissement étranger aujourd'hui sont restés en 2017 à 1,9% de progression, parce que le niveau de risque au Cameroun est toujours très élevé à cause des goulots d'étranglement, de corruption, de procédures et tout le reste. Ça n'a rien à voir avec le CFA. Nous considérons que le développement du Cameroun passe par une révolution agricole, passe par la numérisation pour que nous sortions de cette société surannée où quelqu'un peut produire à 10 heures un acte de décès alors qu'on le voit dans la rue 2 heures après. C'est des choses qui n'attirent pas les investisseurs. Ça passe par la réconciliation avec la diaspora, pouvoir mobiliser l'épargne de la diaspora. Vous pouvez pas avoir 5 millions de compatriotes à l'étranger, ce sont les chiffres officiels rendus publics au FODIAS, auquel M. Ngo a assisté, et continue à poser sur eux un regard dédaigneux. D'ailleurs, vous organisez des symposiums, vous leur dites venez investir, mais vous-même, vous ne venez pas parce qu'on ne veut toujours pas accorder la plurinationalité. Donc, je crois que si nous voulons développer le Cameroun, arrêtons de nous arc-bouter sur des sujets que je considère parfois comme des faux fuyants, parce que vous voyez des médias qui s'arc-boutent là-dessus, juste pour inhiber en réalité, camoufler la responsabilité de nos dirigeants qui, parce qu'ils ne sont pas légitimes, n'osent pas poser les actes qu'il faut. Alors, on va avancer très vite. Parlons du cas Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 3 décennies, toujours candidat à sa propre succession. Pour beaucoup de Camerounais, l'alternance reste une vague illusion tant que Paul Biya reste dans le jeu électoral. En 2015, vous disiez à propos de Paul Biya, je vous cite Cabral Libi, nous assistons aux dérives d'un groupe de vieillards ayant pris le pays en otage. La vérité, c'est qu'on en est à attendre que le système se désagrège tout seul. Fin de citation. Comment, en quelques mots, résoudre l'équation Paul Biya, du système Paul Biya? C'est le peuple qui résout cette équation.
Paul Biya, contrairement à l'idée reçue, n'est pas un Djundju. Vous savez, un Djundju au Cameroun, c'est une sorte de mythe. Il faut peur aux enfants, on leur dit, si tu cries encore, le Djundju va t'attraper. Enfin, le Djundju n'a jamais existé. Donc on a réussi à construire autour de Paul Biya, du fait, effectivement, de son invincibilité politique, on a fini par faire croire aux gens qu'en fait, il va y rester éternellement. Et on en est, et c'est ça qui est regrettable, à attendre qu'un homme s'éteigne, que Dieu le rappelle, pour qu'on commence à réfléchir à l'essor d'un pays. Et moi, je dis, c'est inacceptable. Ça fait 36 ans que ça dure. Il faut que le peuple se lève. C'est d'ailleurs pour cela que moi, je me suis d'abord lancé sur le terrain pour dire aux gens, mais arrêtez de croire à des balivernes. Ce monsieur peut être battu aux élections. Et c'est d'ailleurs d'autant plus curieux que tous les gens que vous rencontrez vous disent qu'ils en ont marre. Mais ils vous disent, ça ne sert à rien, il ne va pas perdre. Mais comment ça, il ne va pas perdre? C'est nous qui votons. Si Froundi a pu gagner une élection en 1992, il y a 30 ans maintenant, enfin, si on arrondit, comment on me dit que ce monsieur ne peut pas perdre dans une société où le ras-le-bol a dépassé tous les pronostics? Il suffit juste que ce peuple se mobilise, s'inscrive massivement, vote massivement et reste vigilant le jour du vote. Moi, j'attends encore de voir le jour où quelqu'un qui aura gagné les élections au Cameroun et qui pourra le démontrer n'accédera pas à Etoudi. Etoudi, c'est en fait le quartier qui héberge le palais de l'unité au Cameroun. Parlons de la question de la crise dans les zones anglophones. Cabral Libye, au début du mois, dans ces régions anglophones, des établissements scolaires n'ont pas pu accueillir les élèves et les enseignants pour la rentrée des classes, évidemment par crainte des violences, des affrontements entre les forces de sécurité et les groupes armés séparatistes, enlèvements et meurtres d'enseignants. C'est un peu le quotidien aujourd'hui dans les régions anglophones. Pourtant, les autorités avaient promis de sécuriser cette rentrée scolaire qui manifestement constituait un test pour évaluer, je dirais, le degré d'intensité de cette crise dans ces régions anglophones. Quel regard vous portez sur cette crise et quelles sont vos solutions? Bon, je sais que vous le dites par formalité journalistique, mais si vous voulez trouver le nombre de choses que les autorités ont dites et qu'ils n'ont jamais faites, vous ne seriez certainement pas surpris. Mais chaque fois que j'aborde la question de la crise anglophone, c'est toujours avec beaucoup de gravité parce que j'y suis allé. Enfin, vous devez le savoir, puisque vous êtes bien renseigné. J'ai passé toute une journée à Batibo et j'ai failli y rester parce que j'ai dû passer 2 heures sous un lit parce que ça tirait de partout. Et pour la première fois de ma vie, j'enjambais un corps sanguinolent qui venait de tomber sous une balle. Ce sont des zones exsangues aujourd'hui. Ce sont des zones de guerre. Une ville comme Batibo, il n'y a pas un chat. Écoles brûlées, tribunaux brûlés, il n'y a rien. Donc, lorsqu'on aborde cette question, il faut s'incliner d'abord devant les mémoires des hommes, de nos compatriotes qui y restent. Et c'est regrettable parce que nous nous entretuons à cause de la négligence, à cause du mépris, à cause de la condescendance. La première solution à la crise anglophone, c'est l'alternance. Je peux vous garantir que 50% de la solution, c'est le changement de président au Cameroun. Une fois que moi je serai élu, la première chose que je ferai, j'irai discuter avec ces personnes. Je suis même aujourd'hui au niveau où je discuterai avec ceux qui ont été arrêtés. Je ne serai pas le premier à le faire. Pour avoir la paix en Colombie, on a dû discuter avec les FARC. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut décongestionner l'État central. N'oublions jamais que les anglophones, avec les francophones, il y a d'abord eu une vie séparée, de 1916 à 61. Et puis une vie de cohabitation de 61 à 72, qu'on a appelé le fédéralisme. Depuis 72, date d'unification, ils ont le sentiment d'être assimilés et que leurs préoccupations sur la justice, le système éducatif, l'économie, la culture sont négligées. C'est pour cela que ça a pété en novembre 2016, après que tous les signaux, en réalité, aient été donnés et épuisés. Donc, il faut décongestionner l'État central par un vrai régionalisme. Et là, je n'invente pas la roue. C'est déjà dans la Constitution de 96. C'est dans les lois de 2004 portant dispositions communes aux communes, dispositions communes aux régions. Mais qu'on refuse d'appliquer parce qu'il y a une poignée d'individus qui ont patrimonialisé l'État et qui pensent que lorsque verront le jour des conseils régionaux, eux, ils n'auront plus de pouvoir de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, de la promotion ou de je ne sais quoi de quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y a un système de rente qu'on n'avance pas. Donc, il faut absolument le faire, c'est une urgence. Le régionalisme avec le transfert des ressources et des compétences. Effective. Transfert de ressources et de compétences au niveau des régions. Moi, je veux faire de la mairie la clé du développement. C'est pour ça que je dis que je vais créer un complexe agro-industriel dans chaque commune au Cameroun. Troisième chose, il faut qu'on sorte de la captivité francophone anglophone, dans laquelle nous sommes, je le disais tantôt, depuis le 4 mars 1916. Il est hors de question que dans un pays comme le nôtre, que nous soyons simplement francophones et anglophones, et non pas bassaphone comme moi, parce que le phone, le suffixe phone, renvoie au locuteur. Alors, si je m'exprime en bassa parce que je suis né bassa, c'est mon ethnie,
pourquoi je serais francophone et non pas bassaphone? Donc il faut ériger les langues nationales au rang de langue officielle et commencer à scolariser les Camerounais en leur langue nationale pour que, in fine, d'abord nous nous connaissions mieux, ça accélérera l'intégration et que nous sortions de cette captivité que j'évoque. Et du coup, on ne verra plus des animosités comme c'est le cas dans les réseaux sociaux entre francophones et anglophones. Merci beaucoup de cette réponse concise, Cabral Libby. Alors il nous reste à peine 7 minutes d'émission. Je voulais réaliser un face-à-face entre vous et Joël Didier Ngo sur la question des prisonniers politiques, notamment au Cameroun. Vous êtes président du CLDP, Joël Didier Ngo, le comité de libération des prisonniers politiques. Une problématique donc à laquelle vous vous attelez actuellement. C'est une problématique sur laquelle on s'attelle, pas seulement sur le Cameroun, comme je vous ai dit tout à l'heure, Francis, c'est sur l'Afrique en général, parce qu'on a commencé avec le Cameroun et on a été assailli par tous les pays voisins. Le Cameroun a cette singularité d'avoir été le pays qui a en fait instrumentalisé la première, vraiment en Afrique centrale, la question ô combien légitime de la lutte contre la corruption à des fins politiques. En fait, on a instrumentalisé la justice souvent pour se débarrasser d'un certain nombre, vous en savez, pour des règlements de compte politique. Pour des règlements de compte politique. Et la difficulté que j'ai souvent eue avec des hommes politiques camerounais par Cabral est de la nouvelle génération, j'ai eu Akeremouna en face de moi, c'est de dire, mais vous avez été, Monsieur Akeremouna a été l'avocat du Cameroun dans un certain nombre de dossiers, notamment le dossier, le fameux avion présidentiel qui a égrené un certain nombre de secrétaires généraux à la présidence, Mara Famidou Yaya, et il a dû, rien que récemment, reconnaître qu'une partie de cette affaire a été montée de toutes pièces. Lui, l'avocat de l'État du Cameroun. Et je me suis souvent dit, peut-être je peux paraître assez dur là-dessus, de dire qu'il y a petit à petit, ce régime a instillé une culture politique, une culture du crime politique. Où que tout le monde s'en accommode en sachant qu'on va à l'élection, mais on s'est débarrassé de quelques-uns parce que peut-être ils étaient du parti dominant et que ça arrange finalement tout le monde. C'est la même problématique. Nous allons aborder la question anglophone que je retrouve sur la question anglophone. Je parle de manière crue en disant nous allons enjamber des morts, mais on va à l'élection. Sachant très bien que c'est presque une citadelle militaro-politique imprenable, mais on enjambe quand même les morts. On fait comme si aujourd'hui, au moment où je vous parle, Boya était à 100 aujourd'hui. Hier, c'était le couvre-feu à Bamenda. Mais vous avez des hommes politiques qui font comme si rien ne se passe. Ça, oui. Et en fait, ils sont en train de se plaindre des sécessionnistes, mais en réalité, ils entérinent une partition territoriale du Cameroun à travers ça. C'est ça ma problématique aujourd'hui. Et j'aimerais que Pat Cabral me réponde. Pas que je l'accuse de quoi que ce soit, mais simplement de cette problématique, comment des démocrates peuvent s'accommoder d'une culture, les termes sont durs, d'une culture politique criminelle et criminogène. Et je compléterai votre question pour Cabral Libby en vous demandant, Cabral Libby, ça sera ma dernière question, quelle serait la validité des résultats de cette élection présidentielle du 7 octobre prochain, quand on sait que dans une partie du pays, dans ces régions anglophones, les électeurs n'iront pas aux urnes, manifestement? Alors, je vais vous le dire, et je l'ai dit depuis le début, ces élections seront d'une validité relative, d'une validité contestable. Parce qu'il y aura, qu'on le veuille ou non, même si la paix revenait aujourd'hui, il n'y aurait pas élection dans certaines de ces parties du Cameroun le 7 octobre prochain. Je dis bien, même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, parce qu'il y a des parties là-bas où les services de l'ECAM, l'instance indépendante, réputée, indépendante qui organise les élections, ont été complètement brûlés, ces parties en flammes. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il reste quand même 8 régions qui peuvent en découdre avec ce système. Moi, je suis dans une approche réaliste. Parce qu'effectivement, ceux qui nous dirigent préfèrent l'approche du cul-de-sac, préfèrent l'approche de l'envenimement, je ne sais pas si le terme existe, ou de la putréfaction. Oui. Voilà. Et ils savent que c'est des zones qui ne leur sont pas favorables d'habitude au présidentiel. Donc, tant qu'à faire qu'il n'y ait pas élection là-bas, ça les arrange. Donc, il faut apprendre, en tout cas c'est mon approche à moi, il faut les battre sur leur propre terrain. Ils croient que les 8 autres régions leur sont acquises, que c'est pour eux une zone de confort. Ce que j'aime bien aimer votre métaphore, la citadelle militaro, comment vous avez dit, imprenable. Mais non, c'est l'idée qu'ils distillent. Moi je crois c'est pas imprenable, c'est pas une citadelle imprenable. Donc j'y vais par réalisme, parce que je dis aux autres Camerounais de 8 autres régions que si nous voulons que la situation en zone anglophone change, levons-nous, prenons les décisions qu'il faut pour que nous ayons des dirigeants qui vont régler ce problème.
Mais vous avez bien vu comment ça a évolué. On a commencé à monter les francophones contre les anglophones. Et vous vous y intéressez, vous savez quelle flèche j'ai dû recevoir ou esquiver, tout ce que j'ai essuyé comme insulte, simplement parce que sur cette question, j'ai essayé de rester objectif. C'est comme sur la question des prisonniers politiques qu'on évoquait tout à l'heure. Un mot. Je me suis fait ma raison sur cette question lorsque je suis resté toute une nuit au tribunal. Le jour qu'on prononçait la sentence, Marafa et M. Fotso. Sur la sentence de M. Marafa, moi je suis juriste, donc je sais que pour condamner quelqu'un, il faut un élément matériel et un élément au moins intentionnel. Lorsque le juge Schlick, après 4 heures ou 6 heures de lecture, a fini par lire, en précisant lui-même qu'il n'y avait pas d'élément matériel, il n'y avait pas d'élément intentionnel, mais que M. Marafa, qui était donc l'ami dans la vie de tous les jours avec M. Fotso, et qu'on les avait souvent vu marcher de temps en temps, ne pouvait pas ne pas savoir que son ami était donc en train de spolier l'État. Et que pour cette raison, il devait donc écoper de 25 ans de prison. Je suis sorti du tribunal ce jour et j'ai compris qu'il n'y avait rien là-dedans. Moi, je dis simplement que beaucoup de ceux qui sont en prison aujourd'hui, et il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître, sont comptables de cette situation putréfiée que nous voulons tous inverser. Mais ils sont de 2 catégories. Il y en a qui ont véritablement posé des actes contestables. Il y en a d'autres qu'on a arrêtés simplement parce qu'à un moment, soit ils ont voulu se détacher du système, soit on leur a prêté des intentions. Bon, bref, c'est devenu une affaire de règlement de compte. Moi, j'y mets un terme. On ne peut pas construire un pays sur des plaies ouvertes. On ne peut pas construire un pays sur des règlements de compte. On s'arrête un matin, on ferme une page et on ouvre une autre. Moi, j'ouvrirai la porte de cette prison et je dirai à ceux qui s'y trouvent, à ceux qui n'ont rien fait, je leur dirai rentrez chez vous. À ceux contre qui on peut avoir des éléments matériels, je leur dirai trouvons ensemble une solution pour que nous reconstruisions ce pays que vous avez participé à détruire. Voilà mon approche de consensus, de concertation et de rassemblement. Merci beaucoup d'être venu dans cette édition du Grand Débat Cabral Libi. Bonne campagne à vous. Candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, Joël Didier Ngo, merci d'être venu également. Merci. Président du CLDP, Comité de libération des prisonniers politiques, merci. À toute l'équipe du Grand Débat, à Stéphanie Hartmann, la chargée de production, à Hélène Bizio, réalisatrice. Vous pouvez écouter cette émission en podcast dès ce soir sur notre site africa1.com. Africa1.com. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.